Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma famille est restée silencieuse pendant des mois à propos de ma sœur. Elle a vendu le tableau que j'avais hérité de mon grand-père pour acheter un appartement. Lorsque je l'ai découvert, ils ont simplement haussé les épaules en me disant de ne pas être aussi égoïste. C'est difficile à admettre, mais je crois que cela a toujours été ainsi. Je m'appelle Amélia, et j'ai passé la plus grande partie de ma vie dans l'ombre de ma sœur aînée, Olivia. En grandissant dans notre petite maison, il était évident pour tout le monde qui était l'enfant préféré. Olivia ne pouvait jamais faire de faux pas aux yeux de nos parents. Même lorsqu'elle faisait des erreurs, et croyez-moi, elle en faisait beaucoup, maman et papa souriaient simplement et disaient « C'est notre Olivia », comme si ses fautes avaient un charme particulier. Quant à moi, je ne pouvais même pas respirer de travers sans être réprimandée. « Amélia, tiens-toi droite. Amélia, tes notes pourraient être meilleures. Amélia, pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» Cette dernière phrase était leur préférée. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir que j'étais importante, c'était mon grand-père, le père de ma mère. Grand-père Mike était un homme âgé à l'allure sévère, mais au cœur infiniment tendre. Il vivait dans une grande maison à l'autre bout de la ville, et chaque visite chez lui ressemblait à une évasion vers un monde où je n'étais pas sans cesse comparée à ma sœur. « Tu me rappelles tellement ta grand-mère », me disait-il souvent, en se tenant devant un vieux tableau accroché dans son salon. C'était un portrait d'une femme du 19e siècle, célèbre à l'époque. Mais pour lui, elle ressemblait à s'y méprendre à ma grand-mère, décédée quand j'avais 12 ans. Et toi aussi tu lui ressembles, Amélia. Tu as cette même étincelle dans les yeux. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voyait, mais ces mots me faisaient me sentir spéciale, comme si j'avais enfin une place, même si ce n'était pas dans ma propre maison. Les choses se sont encore compliquées lorsqu'Olivia a quitté l'université pendant sa 3e année. Mes parents avaient contracté des prêts pour financer ses études, rassemblant chaque centime qu'ils pouvaient. Mais Olivia avait de plus grandes ambitions. Elle voulait créer une entreprise avec sa meilleure amie, Rachel. « Ce sera énorme », répétait-elle sans cesse. « On va devenir les prochaines grandes références du marché. » Maman et papa hochaient la tête, fiers de leur fille entrepreneur, sans jamais évoquer l'argent perdu en frais de scolarité, ni les dettes qu'ils continuaient de rembourser. Lorsque j'ai eu 18 ans, nous avons organisé une petite fête à la maison. Rien de spectaculaire, juste la famille et quelques voisins. Je ne m'attendais pas à grand-chose, peut-être quelques cartes cadeaux ou des vêtements. C'est pourquoi ce qui s'est passé ensuite m'a totalement prise de court. Grand-père Mike s'est levé après qu'on ait coupé le gâteau. Il a tapé sur son verre avec une cuillère pour attirer l'attention. « J'ai une annonce à faire », a-t-il déclaré, sa voix résonnant dans notre salon exigu. « Amélia, je t'ai vue grandir et devenir une jeune femme incroyable. Tu travailles dur, tu es généreuse, et tu mérites de poursuivre tes rêves. » Il a sorti une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et me l'a tendue. « J'ai payé tes frais d'université en totalité », a-t-il dit. « Les 4 années. Où que tu veuilles aller. » Je n'arrivais plus à respirer. La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes et j'ai découvert les documents à l'intérieur, la preuve que mon avenir était désormais assuré. « Grand-père, ai-je commencé, mais je n'ai pas pu terminer. » Je me suis jetée dans ses bras, les larmes aux yeux. C'est alors que maman a raclé sa gorge. « Papa, est-ce qu'on peut te parler un instant ?» demanda-t-elle, la voix tendue et maîtrisée. « Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire ici », répondit grand-père, ses bras toujours posés sur mes épaules. « C'est très généreux », dit maman avec précaution, « mais tu ne penses pas que cet argent serait mieux utilisé pour aider Olivia avec son entreprise ?» Elle a vraiment du mal à se lancer. « Excuse-moi », l'interrompit-il aussitôt. « C'est mon argent. Et c'est à moi de décider où il va. » Olivia a fait son choix lorsqu'elle a abandonné ses études. Amélia mérite cette opportunité. Je n'oublierai jamais le regard sur le visage de mes parents. Ils étaient réellement furieux que je reçoive une chance que leur fille préférée n'avait pas. Olivia, elle, me dévisageait depuis l'autre bout de la pièce, les yeux remplis de jalousie. « Eh bien, finit par dire papa en forçant un sourire, c'est une sacrée surprise. » Le reste de la soirée fut tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais peu m'importait. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'avait choisi. Quelqu'un m'avait vu. J'ai postulé dans des universités situées aussi loin que possible de chez moi. En août, j'ai fait mes valises et je suis partie sans me retourner.
Pendant les vacances, je rendais visite à la maison de mon grand-père, mais j'évitais celle de mes parents autant que possible. Lors des rares visites que j'y faisais, il ne parlait que de l'entreprise d'Olivia, de ses connexions, de son succès imminent. Olivia, quant à elle, ne manquait jamais une occasion de se plaindre de l'injustice qu'elle avait subie. C'est sa cupidité qui m'empêche de devenir une femme d'affaires accomplie, se lamentait-elle un soir pendant les vacances. Si seulement j'avais un peu plus de capital. Je hochais simplement la tête en silence, comptant les heures jusqu'à mon retour sur le campus, là où je me sentais enfin à ma place. Tout a basculé pendant ma 3e année d'université. J'étais en pleine révision pour les partiels quand mon téléphone a sonné. C'était maman. Amélia, dit-elle d'une voix étrangement plate, ton grand-père est mort ce matin. Les funérailles auront lieu samedi. Pendant tout le trajet vers la maison, je suis restée figée. Grand-père Mike avait été la seule constante dans ma vie, le seul à m'avoir vue pour ce que j'étais réellement. Et maintenant, il n'était plus là. J'ai obtenu un congé exceptionnel auprès du doyen et j'ai réservé le premier bus. À mon arrivée chez mes parents, l'ambiance était étrange. Il y avait de la tristesse, bien sûr, mais aussi une tension sous-jacente, comme une attente dissimulée. Mes parents m'ont serré dans leurs bras, mais le geste était mécanique, dénué de chaleur. Les yeux de maman étaient secs. « Comment tu tiens le coup ?» lui ai-je demandé. « Elle vient juste de perdre son père, c'est difficile », a-t-elle répondu, mais sa voix manquait cruellement d'émotion. Nous nous occupons des arrangements. Les funérailles ont lieu demain, et la lecture du testament est prévue pour le jour suivant. Au dîner, personne n'a parlé de grand-père. Ni de sa vie, ni de ses histoires, ni de ce qu'il représentait pour nous. Au lieu de cela, la conversation dérivait sans cesse vers sa maison, ses biens, et ce qu'il allait advenir de désormais. C'est une grande maison pour une seule personne, commenta papa. Quel gâchis. Elle est restée à moitié vide toutes ces années. Grand-père aimait avoir de l'espace, ai-je répliqué d'un ton un peu sec. Bien sûr, mais c'est juste une question de bon sens, ajouta rapidement maman. Il faut réfléchir à la suite. Les funérailles furent sobres et efficaces. J'ai pleuré pendant presque toute la cérémonie, alors que ma famille restait impassible. Quelques vieux amis de grand-père ont pris la parole, partageant des souvenirs qui me firent sourire à travers mes larmes. Mais quand j'ai regardé ma famille, ils semblaient détachés, comme s'ils attendaient simplement que tout cela se termine. Le lendemain, nous nous sommes tous réunis au cabinet du notaire. Monsieur Peterson, un homme mince aux lunettes cerclées de métal, nous a accueillis solennellement. « Je suis désolé pour votre perte », a-t-il dit. Mike était un homme bien et un client de longue date. Il a mis à jour son testament le mois dernier, en fait. Cette remarque attira l'attention de tout le monde. Mes parents échangèrent un regard. « Commençons », dit Monsieur Peterson en ouvrant un dossier. Il lut les formulations juridiques habituelles, puis arriva aux attributions. À ma fille Suzanne Wilson, je lègue ma maison ainsi que tout son contenu, à l'exception des objets spécifiquement mentionnés ci-dessous. Maman se redressa, un sourire menaçant de briser son expression solennelle. À ma petite fille Olivia Wilson, je lègue la somme de $50 000 à utiliser pour le développement de son entreprise. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Ce n'était pas une fortune, mais c'était tout de même une somme. À ma petite fille Amelia Wilson, je lègue une peinture du 19e siècle qui est accrochée dans mon salon. La pièce devint silencieuse. Puis Olivia pouffa, sérieusement ? Elle reçoit un vieux tableau ? Elle me lança un regard mêlé de soulagement et de moquerie. Grand-père t'a laissé un truc incompréhensible. Monsieur Peterson s'éclaircit la gorge en ajustant ses lunettes. Il y a encore autre chose, dit-il en tirant un autre document de son dossier. Mike a fait évaluer le tableau peu avant sa mort. Les experts ont estimé sa valeur à environ $400 000. Il me tendit les documents d'expertise. La pièce devint glaciale. Je fixai le papier, incrédule. $400 000 pour ce vieux tableau. Je pouvais sentir tous les regards posés sur moi. Olivia avait blêmi. Maman et papa me regardaient avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Du choc, certes, mais aussi autre chose. Quelque chose de calculateur. Le trajet du retour fut d'un silence pesant. Une fois arrivé, papa brisa enfin le silence. Nous avons décidé d'emménager dans la maison de ton grand-père, annonça-t-il. Elle est plus grande que celle-ci, et c'est logique de l'utiliser plutôt que de la laisser vide. Et cette maison, ai-je demandé. Nous allons la vendre, répondit maman.
L'argent ira à Olivia pour l'aider avec son entreprise. Donc, Olivia allait recevoir les bénéfices de la vente de la maison, en plus de son héritage de 50 000 $. Je me demandais si cela suffirait à la satisfaire. Mais je n'eus pas à me poser la question bien longtemps. C'est tellement injuste, explosa finalement Olivia en se tournant vers moi. Tu ne mérites pas ce tableau. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Tu devrais le rendre à la famille. C'est mon héritage, ai-je répliqué fermement, la colère montant en moi. Grand-père voulait que je l'aie. Je ne vais pas le donner. Je m'attendais à ce que mes parents prennent le parti d'Olivia, comme ils l'avaient toujours fait. Mais, à ma grande surprise, maman intervint. Olivia, ça suffit, dit-elle doucement. Inutile de faire pression sur ta sœur. Le tableau est l'héritage d'Amelia, tout comme l'argent est le tien. J'étais stupéfaite. Jamais maman n'avait pris ma défense contre Olivia. C'était étrange, presque suspect. Les jours suivants passèrent dans un flou. Je passais la plupart de mon temps dans la maison de grand-père, arpentant les pièces, me souvenant de lui. Le tableau était toujours là, accroché dans le salon. Cette femme inconnue me regardait, et, maintenant que je la regardais vraiment, je devais admettre qu'il y avait quelque chose dans ses yeux qui rappelait les vieilles photos de ma grand-mère. Maman est passée un après-midi, les bras chargés de cartons. Elle commençait déjà à s'installer. « Qu'est-ce que tu comptes faire du tableau ?» demanda-t-elle d'un ton détaché. « Je ne sais pas encore, ai-je admis. » Elle hocha la tête en posant un carton. « Ne t'en fais pas, il peut rester là, à sa place habituelle, jusqu'à ce que tu te décides. » Je fus envahie par un sentiment de soulagement. Au moins, je n'avais pas à me soucier de ce tableau précieux pendant que j'étais encore à l'université. Quelques jours plus tard, je suis retournée sur le campus. La vie a repris son cours, les groupes d'études, les examens. J'essayais de me concentrer sur mes études, pour honorer l'investissement de grand-père. Les semaines passaient, et la douleur brute du deuil s'atténuait peu à peu, se transformant en une tristesse plus supportable. Puis, un soir, en faisant défiler les réseaux sociaux, je suis restée figée. Sur mon écran, il y avait une publication d'Olivia, des photos d'une pendaison de crémaillère dans ce qui semblait être un appartement flambant neuf, en plein centre-ville. La légende disait, « Nouveau chapitre, nouveau lieu ». Je fixais les images, troublée. Comment Olivia pouvait-elle se permettre un appartement au centre-ville? Même avec l'argent de grand-père et de la vente de la maison, cela semblait excessif pour quelqu'un dont l'entreprise avait soi-disant du mal à décoller. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. « Félicitations pour ton nouvel appartement, il a l'air incroyable », ai-je dit quand elle a décroché. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?»« Tu es occupée avec tes études », répondit-elle d'un ton désinvolte. « Tu n'aurais pas pu venir à la crémaillère de toute façon. »« Quand même, c'est une grande nouvelle. »« Comment tu as fait ? Ton entreprise marche si bien que ça ?» Il y eut un silence. « Je dois y aller, Amelia. On se parle plus tard. » Elle a raccroché brusquement, me laissant avec un sentiment d'inquiétude que je n'arrivais pas à chasser. Quelques mois plus tard, les vacances d'été arrivèrent enfin. Malgré mes réticences à rentrer chez moi, je fis mes valises et me rendis dans ce qui était désormais la maison de mes parents, l'ancienne maison de mon grand-père. C'était étrange de remonter ce chemin familier en sachant qu'il ne serait pas là pour m'accueillir. Maman avait redécoré certaines pièces, mais le salon était resté en grande partie inchangé. Mon tableau, était toujours accroché à sa place d'honneur au-dessus de la cheminée. Je me suis arrêtée devant, observant le visage de cette femme. Grand-père avait raison. Il y avait quelque chose dans son regard qui me rappelait les vieilles photos de ma grand-mère. Ce soir-là, nous avons dîné tous les trois. Papa a parlé de son travail, maman a partagé les derniers potins du quartier, et j'ai donné quelques nouvelles de la fac. Cela paraissait presque normal, sauf pour l'éléphant dans la pièce ou plutôt l'appartement de l'autre côté de la ville. Alors, j'ai dit d'un ton décontracté, profitant d'un moment de creux dans la conversation, « Vous avez vendu l'ancienne maison ?» Maman et papa échangèrent un regard. « Oui, nous l'avons vendue, » répondit enfin maman. « On a eu un bon prix. »« Et vous avez donné l'argent à Olivia pour son entreprise ?» ai-je insisté. « C'est exact, » confirma papa, concentré sur la découpe de son steak. Elle avait besoin de capital pour se développer. J'ai hoché la tête en buvant une gorgée d'eau. En parlant d'Olivia. Son nouvel appartement en centre-ville est magnifique. Ça doit coûter une fortune. Mes parents se tortillèrent maladroitement sur leur chaise. Eh bien, dit maman avec un sourire crispé, son entreprise marche plutôt bien.
Elle peut maintenant se permettre de belles choses. Quelque chose dans son ton ne me convainquit pas. Je repensais à l'attitude évasive d'Olivia au téléphone, et à la façon dont elle avait raccroché précipitamment lorsque je l'avais interrogée sur ses finances. C'est formidable, dis-je. En quoi consiste exactement son activité en ce moment? Oh, tu sais. Répondit papa en faisant un geste vague de la main, des trucs entrepreneuriaux, du conseil en marketing, je crois. Elle a toujours eu l'esprit des affaires. La conversation dévia sur autre chose, mais mes soupçons, eux, ne se dissipèrent pas. Le lendemain, j'appelai Jamie, le frère de Rachel, cette même Rachel censée gérer une entreprise florissante avec Olivia. « Salut Jamie, comment se passe ton été ?» lui demandai-je après avoir pris de ses nouvelles. « Et Rachel, elle va bien? Elle travaille toujours avec ma sœur ?» Jamie éclata de rire. « Si on peut appeler ça travailler. Ces deux-là jouent toujours à faire les entrepreneuses. D'après ce que Rachel m'a dit, elles ne révolutionnent pas vraiment le monde des affaires. Elles aiment surtout dire à tout le monde qu'elles sont des pointures. » Mon estomac se serra. « Vraiment? Parce qu'Olivia vient tout juste d'acheter un superbe appartement en centre-ville. Je pensais que les affaires explosaient. »« Impossible, » répondit Jamie, sincèrement étonné. Rachel vit toujours dans ce petit appartement avec 2 colocataires. Elle m'en aurait parlé si elles avaient soudainement touché le jackpot. Après avoir raccroché, je restais assise sur mon lit, songeuse. Si l'entreprise d'Olivia ne marchait pas bien, d'où venait l'argent pour cet appartement? La vente de la maison et les 50 000 $ légués par grand-père pouvaient couvrir une partie, mais mes parents avaient dit que l'argent de la vente avait été utilisé pour financer l'entreprise d'Olivia. Je me rendis dans le salon, mes yeux attirés une fois de plus par le tableau. Il y avait quelque chose d'étrange aujourd'hui. Je m'en approchai, examinant les coups de pinceau, la façon dont la lumière jouait sur la toile. Il paraissait plus lumineux, presque plus neuf. Un frisson glacé me traversa lorsque je soulevai le cadre du mur. Je le retournai, cherchant les petites marques et imperfections que j'avais repérées en le regardant avec grand-père, une petite déchirure dans un coin de la toile, une tache de peinture d'une autre couleur à l'arrière, la signature de l'artiste à peine visible. Elles avaient disparu. Ce n'était pas mon tableau. C'était une contrefaçon. Mes mains tremblaient quand je le raccrochais au mur. Soudain, tout prit sens. Le nouvel appartement d'Olivia. Le soutien inhabituel de maman quant à mon héritage. Leur insistance pour que le tableau reste, à sa place, dans cette maison. Ils avaient vendu mon tableau, mon héritage, et utilisé l'argent pour acheter un appartement à Olivia. Puis, ils l'avaient remplacé par une imitation, en supposant que je ne remarquerais rien ou que je ne m'en soucierais pas. Il me fallait des preuves. Et il fallait que je les confronte au moment où ils ne pourraient plus se dérober. Alors j'ai attendu, planifiant soigneusement mon prochain geste. Ce soir-là, Olivia se joignit à nous pour le dîner. J'observais ma famille interagir, remarquant les regards échangés, la façon dont ils évitaient soigneusement de parler de l'appartement d'Olivia ou du tableau. Ils n'avaient aucune idée que je savais. Lorsque nous nous sommes tous assis à table, j'ai discrètement glissé la main dans ma poche et activé l'enregistreur vocal de mon téléphone. Personne ne remarqua que je plaçais l'appareil sur mes genoux, en position idéale pour capter notre conversation. Avec les preuves en cours d'enregistrement, j'étais prête. J'y réfléchis depuis un moment, dis-je en tendant la main vers le sel. Je pense vendre le tableau. Je regarde des appartements près du campus, et cet argent me permettrait de financer un apport. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, maman tout sauta. « Chérie, ce tableau est un héritage familial. Tu ne devrais pas le vendre. En plus, ajouta rapidement Olivia, tu n'as pas encore besoin d'un appartement. Il te reste encore une année en résidence universitaire. » Je hochai la tête avec un air pensif, étudiant attentivement leur réaction. En réalité, ma décision est déjà prise. J'ai appelé un expert pour qu'il vienne demain et vérifie son authenticité avant que je le mette en vente. Olivia se figea puis repoussa brusquement sa chaise. Des larmes lui montèrent aux yeux, et tout céda d'un coup. « Très bien. Je l'ai vendu, d'accord ? J'ai vendu ton foutu tableau, cria-t-elle. Maman et papa la regardèrent, horrifiés. Olivia, gronda papa. Quoi ? Elle sait déjà. Regarde son visage, elle sait. Olivia pointa un doigt accusateur dans ma direction. J'avais besoin de cet argent pour mon appartement. Mon entreprise est en train de couler, et vous ne vouliez plus m'aider. Je posai calmement ma fourchette et croisai son regard.
Donc tu m'as volé. Nous ne t'avons pas volé, intervint maman, sa voix soudain douce et persuasive. Nous avons juste réalloué les ressources familiales. Olivia avait besoin d'un logement, et toi tu es encore à l'université, avec tout déjà payé. C'est ça, une famille, on s'entraide. En commettant une fraude, demandai-je, incrédule. En vendant quelque chose qui m'appartient, sans mon accord, et en le remplaçant par une contrefaçon. Ne sois pas si dramatique, dit papa en balayant l'air de la main. Ce n'est qu'un tableau. Tu n'as même pas d'endroit pour le mettre. C'était mon héritage, dis-je d'une voix calme mais glaciale, malgré la colère qui grondait en moi. La seule chose que grand-père voulait que je garde. Ce qui est fait, déclara maman d'un ton tranchant. Ce sont des affaires de famille, Amélia. Une famille cède. Ne sois pas égoïste. Je me levai de table, l'appétit coupé. Je veux récupérer mon tableau. Ça suffit, s'écria maman en se levant à son tour, le visage rougi par la colère. Je pense que tu dois quitter cette maison et réfléchir à ton comportement. Quand tu seras prête à comprendre ce que signifie la solidarité familiale, tu pourras revenir. Mettez-la dehors, lança Olivia. Elle nous menace pour un stupide tableau. Elle ne mérite pas d'être ici. Je regardais chacun d'eux tour à tour, peinant à reconnaître les visages de ceux qui étaient censés m'aimer. Sans un mot de plus, je montai à l'étage, fis ma valise, et quittai la maison. Je n'éteignis l'enregistreur vocal qu'une fois dehors, certaine d'avoir capté chaque mot compromettant. Je me rendis dans une auberge, l'esprit en ébullition. Que devais-je faire maintenant? Mon téléphone vibrait sans cesse, appels et messages de mes parents et d'Olivia, mais je les ignorais tous. À la place, j'appelai la police et expliquai la situation. Mon héritage avait été volé, remplacé par une copie, et l'argent avait servi à acheter un appartement pour ma sœur. L'agent au téléphone fut compatissant mais prudent. Cela pourrait relever du civil, madame, dit-il. Mais nous allons examiner la situation. Pouvez-vous venir au poste demain matin? Cette nuit-là, je ne parvins presque pas à dormir. Au matin, mon téléphone débordait de messages de plus en plus en colère venant de ma famille. Ils m'accusaient maintenant d'avoir alerté la police contre eux, et d'être une enfant gâtée, égoïste. Aux alentours de midi, je reçus un appel du commissariat, me demandant de me présenter. Lorsque j'arrivai, mes parents et Olivia étaient déjà là, visiblement furieux et inquiets à la fois. Dès qu'ils m'aperçurent, ils commencèrent à parler tous en même temps. « Elle ment », criait l'un. « C'est une dispute familiale. » Le tableau était censé être partagé. « Assez », trancha fermement le détective chargé de l'enquête. « Mademoiselle Wilson, votre famille affirme que vous avez tout inventé. Ils disent que c'est vous qui avez fabriqué la contrefaçon, et que vous essayez maintenant de les piéger. » Je ressentis une vague glaciale d'incrédulité. Bien sûr qu'ils essaieraient de tout retourner contre moi. C'est absurde, dis-je en sortant mon téléphone. J'ai une preuve. Je lançai l'enregistrement du dîner. Leur voix était parfaitement audible, alors qu'ils admettaient d'avoir vendu mon tableau et l'avoir remplacé par une imitation. La pièce devint silencieuse, glaciale, tandis que leur aveu se déroulait, implacable, sous les oreilles du détective. Le visage d'Olivia était devenu livide. Maman fixait le sol, et papa semblait incapable de regarder qui que ce soit. J'ai également toute la documentation du tableau, ajoutai-je en sortant des papiers de mon sac. Y compris le certificat d'authenticité et les documents d'expertise. Je suis prête à faire examiner le tableau qui se trouve actuellement dans leur maison par des spécialistes, afin de prouver qu'il s'agit bien d'une contrefaçon. Le détective hocha la tête en prenant des notes. Cela change les choses. Mes parents et ma sœur se mirent à me supplier de ne pas porter plainte, mais je restai ferme. Je souhaite déposer une plainte officielle, déclarai-je, et je veux récupérer mon tableau. Ce qui s'ensuivit fut un tourbillon de rapports de police, d'enquêtes et de procédures judiciaires. La police localisa l'acheteur de mon tableau, un riche collectionneur qui croyait avoir fait un achat parfaitement légal. Le tableau fut saisi comme preuve, et une équipe d'experts en art confirma qu'il s'agissait bien de l'original, estimé à 400 000 $. Pendant ce temps, Olivia fut contrainte de vendre son appartement pour rembourser l'acheteur. Elle coopéra avec l'enquête, reconnaissant son rôle dans l'affaire, et fournissant des détails sur la manière dont elle avait organisé la contrefaçon. Le tribunal prit en compte sa coopération et le fait qu'elle avait effectué un remboursement intégral, ce qui lui permit d'éviter la prison. Elle écopa d'une peine avec sursis.
Elle fut également condamnée à me verser 100 000 $ de dommages et intérêts pour préjudice moral, somme qu'elle dut emprunter à nos parents, lesquels avaient déjà dilapidé une grande partie de leurs économies pour soutenir son entreprise. Durant toute la procédure, mes parents ne cessèrent d'affirmer qu'ils n'avaient fait que ce qui était le mieux pour la famille. Ils racontaient à quiconque voulait les écouter que je les avais trahis en allant voir la police, que j'avais envoyé les flics contre ma propre famille, pour un simple tableau. Jamais, pas une seule fois, ils n'ont reconnu qu'ils m'avaient volé. Ils m'avaient menti et tenté de me manipuler lorsque je les avais confrontés. « Tu n'es plus notre fille », m'a dit maman à la sortie du tribunal, après l'audience finale. « Nous ne voulons plus jamais te revoir. » Cela m'a blessée, bien sûr, mais moins que je ne l'aurais cru. En réalité, ils ne m'avaient jamais vraiment vu pour ce que j'étais. Une fois tout réglé, j'ai récupéré mon tableau. Il était encore plus beau que dans mon souvenir. Les yeux de cette femme inconnue semblaient à présent porteurs d'une sagesse nouvelle. Je l'ai placé dans un coffre sécurisé à la banque, pour le conserver à l'abri, jusqu'à ce que je puisse un jour en prendre soin comme il se doit. Cela fait 6 mois maintenant. Je suis dans ma dernière année d'université. Je reste concentré sur l'obtention de mon diplôme, et sur l'objectif d'honorer la confiance que grand-père avait placée en moi. Je n'ai pas reparlé à mes parents, ni à Olivia, depuis le procès. D'après des connaissances communes, Olivia est retournée vivre chez nos parents après avoir perdu son appartement. Ils racontent à qui veut bien les écouter de grandes histoires pleines de drames au sujet de leur fille cadette ingrate, celle qui a détruit la famille. Après l'obtention de mon diplôme, je compte trouver un bon emploi, un jour, acheter mon propre logement. Quand ce moment viendra, j'accrocherai le tableau de grand-père à l'endroit le plus visible. Non pas pour sa valeur marchande, mais parce qu'il incarne la seule personne qui ait toujours cru que je méritais une chance équitable. Quant à ma famille, je ne sais pas si nous nous réconcilierons un jour. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir facilement. Mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait en me défendant. Une famille doit se soutenir, oui, mais pas au prix du sacrifice de l'un pour le bénéfice de l'autre. Pas par le vol, le mensonge ou la manipulation. Peut-être qu'un jour, ils comprendront cela. En attendant, je continue d'avancer, de construire ma propre vie, d'encadrer mon propre avenir, avec ou sans eux. Le tableau veille sur moi, depuis son refuge temporaire dans le coffre-fort. Et les yeux de cette femme au regard énigmatique semblent me murmurer, bien joué.